La conclusion, c'est que l'IA, c'est clairement beaucoup plus proche d'un élève qui sait exactement reproduire ce qu'on attend de lui. L'IA n'a aucune conscience, c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a pas d'aspect biologique et cetera. Il y a un peu des délires, parce qu'on aime bien la science-fiction et tout. Mais fondamentalement, on sait exactement ce qu'elle fait. Ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui vont pas directement vers l'IA. Ils commencent à brainstormer ensemble avant d'aller, tout de suite utiliser l'outil. Parce que ce qui se passe quand on utilise l'IA un peu vite, c'est que, bah, c'est joli, c'est shiny et puis en fait, un premier résultat qu'elle va nous donner, on va dire: «Ah mais c'est génial ça» et puis du coup, on va arrêter de pousser. Alors que quand on discute avant, quand on essaie surtout pour l'innovation de se poser des questions et qu'on utilise l'IA dans un second temps, en fait, on va l'utiliser de façon beaucoup plus critique. Parce qu'on a une idée, on va avoir des gens qui vont s'arrêter très tôt comme ça. Et à l'inverse, on va avoir aussi l'approche inverse, c'est un humain qui arrive à résoudre un problème pareil, qui a ce niveau de complexité-là, c'est un génie, c'est un prix Nobel, donc l'IA, c'est l'intelligence la plus forte. On faut l'écouter pour tout. En fait, il faut sortir de cet anthropomorphisme. C'est vraiment, en fait, l'essayer. Et s'il y a une règle, c'est toujours essayer. C'est-à-dire à la fois garder le contrôle, ne pas laisser l'IA faire les choses à notre place. C'est nous qui décidons ce qu'on veut pas. Mais à la fois se dire, bah, pourquoi pas. Donc les personnes qui travaillent avec l'IA, ils se sentent comme s'ils étaient en équipe. Ils ont accès à une connaissance qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'en gros, ils créent des solutions qui sont beaucoup plus équilibrées. On va voir des gens qui sont commerciaux, qui vont réussir à faire une solution plus technique, parce qu'ils arrivent à poser ces questions-là à l'IA. Des personnes techniques qui vont poser des questions commerciales, est-ce qu'il y a un marché pour ça, aussi, ils vont prendre beaucoup plus de plaisir. Parce que dès qu'ils sont un peu bloqués, ils peuvent discuter, l'IA va leur répondre, toujours assez enthousiaste, c'est sympa. Et donc c'était un des principaux résultats, c'est de dire que cette IA générative, par sa facilité d'accès, par son enthousiasme, par sa capacité à donner de l'expertise, ressemble beaucoup plus à un partenaire de travail qu'à un outil qui va exécuter les choses en background. Bonjour Charles, Bonjour Frédéric. ravi de te recevoir dans le podcast AI at Work. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps dans le cadre d'une institution où tu officies. Je vais en dire quelques mots. Je vais peut-être commencer par une petite présentation sur les informations que j'ai recueillies à ton sujet. Tu vas me dire tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, puis s'il y a surtout des trucs qu'on a Que oubliés. des fake news. Je ne me suis pas basé sur l'IA pour récupérer les informations. Donc, Charles, tu es enseignant-chercheur à l'ESSEC Business School. Tu es un spécialiste des sujets de l'innovation, des processus d'innovation. Tu travailles sur les sujets de la collaboration, de la prise de décision et du partage des connaissances. Tu as récemment inclus l'IA dans tes réflexions sur ces thèmes de la collaboration, de la prise de décision. Avant de revenir à l'ESSEC pour y officier, alors que tu y as été élève, tu as passé un petit peu de temps à Harvard, un des laboratoires de la Business School, où tu as mené des expériences, des études, tu nous diras, qui sont intéressantes et très en lien avec les sujets qu'on a évoqués de la collaboration. Et puis, côté formation, alors tu es ingénieur à la base de l'École centrale Paris, que tu as complété par un diplôme de l'ESSEC. Et puis, après, comme tu as un peu de temps libre, un petit doctorat en management de l'Université de Lausanne. Donc, est-ce que j'ai bon? Petit détail, globalement, c'était la bonne storyline, on va dire. Alors pour le coup, moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait l'ESSEC puis Centrale. On était la première promotion à le faire dans ce sens-là. D'accord. J'ai fait le double diplôme entre l'ESSEC et Centrale et je les ai fait en concomitance pendant 6 ans en alternant entre les deux écoles. Mais à part ça, c'est un détail. Donc, en effet, je suis bien ingénieur de Centrale Paris. Centrale Supélec, on dit même. Mon doctorat à Lausanne était au sein du département de management, mais c'était un doctorat d'économie et d'innovation. C'est vraiment des professeurs Dominique Forêt, qui est un des grands noms de l'économie français, du coup. D'ailleurs, il vient d'écrire un livre très intéressant pour toute synthèse sur l'économie d'innovation. Sinon, tout le reste est bon. J'ai passé 4 ans à Harvard, justement, entre début 2021 jusqu'à 2024. En septembre, j'ai rejoint l'ESSEC, qui était en effet mon institution d'origine. Excellent. Alors, la première question que j'aurais, c'est quelle est la première fois que tu as entendu parler d'intelligence artificielle, IA? Puis, est-ce que ça s'appelait comme ça à l'époque, peut-être? Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est un des avantages. Donc, du coup, moi, j'ai toujours eu un peu ce côté mixte entre l'ingénierie et le management et l'économie. Enfin, j'ai toujours été attiré un peu par les deux. On veut souvent séparer les deux. C'est pour ça que j'ai fait un doctorat d'économie,
dans une école d'ingénieur au sein d'un département de management. Moi, à la base, je faisais vraiment doctorat d'économie. On était sur comment on peut produire de nouvelles idées, comment les entreprises innovent pour développer de nouveaux produits, etc. Et c'est en discutant avec la startup qui a un très beau nom qui s'appelle le Chili, donc c'est un acronyme, qui fait de l'informatique, qu'en gros, ils me disaient, bah, écoutez, là, vraiment, tout ce qu'on fait, c'est du machine learning. À l'époque, on parlait beaucoup de machine learning. Donc, c'est de l'IA. Ils sont à la pointe. D'ailleurs, ils sont classés dans les 10 premiers mondiaux en ingénierie là-dessus. Et donc, en discutant avec ces ingénieurs-là, que je me suis intéressé à la question en me demandant, mais OK, est-ce que ça affecte aussi le processus d'innovation? Donc, moi, c'est vraiment par le prisme de l'innovation que je me suis posé cette question-là. Et notamment, ce qu'on commençait à remarquer, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ne sont pas du tout spécialistes d'un domaine. En général, ceux qui innovent dans un domaine, c'était les spécialistes du domaine. Même s'il y a une nouvelle technologie, en gros, quand EDF ou General Electric va donner l'électricité, c'est pas elle qui va aller derrière, en gros, faire des machines à laver. Vraiment, c'est ensuite des entreprises du domaine de l'électronique qui vont utiliser l'électricité pour faire des machines à laver. Et avec l'IA, il se passe un truc un peu nouveau, qui est que finalement, ces boîtes qui ont créé la tech, celles qui font du machine learning, commençaient à rentrer sur ces secteurs-là. Donc, j'ai pas travaillé avec, notamment, c'était l'avantage d'être en Suisse, à Genève avec la WIPO, donc en français c'est l'ONP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, où ils avaient développé un algorithme pour essayer d'identifier les brevets, les publications. J'ai commencé à regarder qui est en train de faire ces brevets-là et dans quel secteur ils s'appliquent. Je me suis intéressé en particulier à la santé, mais aussi derrière au transport, à la finance. Et ce qu'on voyait, c'est que ces boîtes de tech, elles commençaient à faire des publications et des brevets dans ce domaine-là. Donc elles commençaient à rentrer dans d'autres secteurs. Et donc c'était une partie de ma thèse, justement, regarder le pervasive attitude, vraiment cette attitude un peu. Alors qu'on sait en général qu'en économie, on n'a pas intérêt à se disperser, parce qu'il y a des rendements décroissants. Et donc, en fait, là, c'était un peu le phénomène bizarre, parce que pour la première fois, on a intérêt, en fait, à s'ouvrir à plein de trucs. Et la raison principale, c'est l'IA, qui inverse cette courbe-là et qui dit, en fait, non, plus on grandit, plus on a de données, et c'est des rendements croissants. Donc, c'était vraiment ça ma thèse, c'était ma porte d'entrée. C'était à quelle période En gros, 2018-2019, quand je finissais ma thèse, deuxième partie. Donc, à l'époque, on parlait d'une autre génération d'IA, on parlait pas de l'IA générative, Pas du tout l'IA générative, c'était complètement... Et c'est ce que j'aime beaucoup dire dans mes cours, souvent, et d'ailleurs, c'est le truc qui me gêne tout le temps quand on parle d'IA, c'est que personne ne spécifie de quoi on parle. Alors, est-ce que tu peux rappeler les différentes générations qu'il y a eu jusqu'ici, jusqu'à celle que le grand public connaît aujourd'hui, avec ChatGPT, etc., qui est une dernière génération, mais d'une nature différente des précédentes? Souvent, justement, il y a plusieurs catégorisations, mais disons vraiment, il y a 4 grandes phases qui se caractérisent par différentes approches, en fait. Donc, vraiment, la première, quand on a commencé à parler d'IA, où c'est devenu un domaine d'intérêt, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale et juste après, donc, avec notamment Alan Turing. Et c'était simplement l'idée de l'automate, c'est-à-dire l'idée d'automatiser. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'appelle plus du tout de l'IA, mais c'est l'idée d'avoir un code qui va tourner, qui va exécuter des tâches qui sont prédéfinies. C'est en gros un ordinateur qui va exécuter des recettes de cuisine qu'on va lui donner. Ça, c'est la première phase qui est vraiment algorithmique, assez basique. Aujourd'hui, on appelle ça vraiment du code, quoi. Mais ça permettait à l'ordinateur de faire des choses pour nous. Donc, c'est toujours de l'IA dans le sens où c'est une intelligence artificielle qui va faire des choses pour nous, qu'avant que seul l'humain pouvait faire. Ensuite, il y a une deuxième phase où on s'est dit, au lieu de donner les tâches prédéfinies et de faire exécuter, allons une étape un peu plus méta, et finalement, les différentes couches sont vraiment ça. Et de se dire, on va simplement donner les règles à l'ordinateur. On va lui dire, voilà le modèle physique, par exemple. Et ensuite, l'ordinateur va optimiser. Donc, en gros, on va lui donner les règles de la gravité, etc. Et puis, c'est lui qui va optimiser. Et c'est là qu'on a eu les premières générations de jeux vidéo, par exemple. Moi, j'aime beaucoup l'exemple. Dans les échecs, par exemple, c'était des IA. Les IA, on leur donnait pas, on leur disait chaque étape ce qu'il fallait faire. On leur donne les règles des échecs. Et ensuite, ils optimisent en connaissant comment il faut gagner. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers algorithmes d'échecs qui étaient meilleurs que les meilleurs joueurs mondiaux. Simplement avec une puissance de calcul énorme qui pouvait juger tous les coups et optimiser les meilleurs. Sauf que ça atteint ses limites. Pour des problèmes plus complexes qu'un jeu d'échecs où les règles sont assez simples, très vite, ça partait en exponentiel, c'était très difficile. Et donc, on a eu ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, le AI Winter. C'est quand il y a la troisième génération qui a une approche complètement différente, qui s'est plus appuyée sur l'intelligence humaine. Nous, humains, quand on essaye d'analyser un problème, on ne fait pas de l'optimisation. On n'est pas en train de calculer à chaque fois la gravité pour lancer sa boule de pétanque exactement, quel est l'angle
Aucun de nous n'a sorti une feuille de papier pour calculer son angle de sa boule de pétanque. Comment on le fait? On le fait avec des heuristiques. C'est quoi les heuristiques? C'est trial and error, c'est erreur. Et on réajuste en permanence. Si elle est un peu trop loin la balle, on essaie de tirer un peu moins loin, etc. Et en fait, l'avantage de cette heuristique, c'est que ça converge beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que nous, humains, en fait, ce qu'on appelle nos biais, qui paraît comme quelque chose de mauvais, à chaque fois, on a trop de biais, nous, les humains. La pensée automatique. La pensée automatique, intuitive, etc., dont on parle souvent des limites de cette approche-là. On ne voit pas en fait tout ce qu'elle apporte. C'est-à-dire que ce qu'elle apporte, c'est qu'on arrive à faire des choses exceptionnelles avec très peu d'énergie, très peu de capacité de calcul finalement. Exactement. Donc on augmente la probabilité de ce qui est confirmé et on réduit la probabilité de ce qui n'est pas confirmé en permanence. On est en train de renforcer l'algorithme en lui donnant cette information. Donc moi, ce sur quoi j'ai travaillé pendant ma thèse, c'était cette génération-là de machine learning. C'était vraiment, on appelle encore de l'IA aujourd'hui. Donc quand on parle d'IA, on parle souvent d'IA prédictive. Mais on parle de plus en plus de la 4e génération, qui est l'IA générative, qui est en fait se dire, au-delà de juste pouvoir prédire et de pouvoir optimiser, on commence à générer du contenu. On commence à pouvoir générer du texte, des images, des vidéos, et même de la musique, plein d'autres choses. Et donc ça, c'est la 4e génération. C'est à chaque fois une autre façon de penser. Et là, vraiment, la façon de penser, c'est de dire, au lieu de simplement faire de la prédiction, on va vraiment générer. Et du coup, il y a des avancées technologiques qui ont permis ça, notamment ce qu'on appelle les transformers, c'est ça, dans le T du GPT. Exactement. General Pre-trained Transformers, exactement. Qui sont nés dans les labos de Google. Ce qui m'avait vraiment étonné quand j'ai commencé à étudier ça, c'est qu'en fait, toute l'innovation se passait dans les boîtes de tech. On se retrouvait avec une dizaine de boîtes, qu'on appelle souvent les GAFA en français, donc Google, Amazon, Apple, Facebook, etc., qui faisaient l'essentiel de la recherche IA, à la fois théorique et appliquée. Et c'est pour ça que quasiment tous les plus grands papiers marquants de recherche n'ont pas été faits dans des laboratoires publics d'universités américaines. Alors bien sûr, il y a énormément de chercheurs d'universités, mais c'est souvent des chercheurs chez Google, Microsoft ou Amazon. Et Google notamment, vraiment, il y a plusieurs algorithmes fondateurs. Donc il y a celui de Vortovec qui date de 2013. C'était des ingénieurs chez Google, dont un est allé chez Meta après, se balade. Et donc vraiment tout ce qu'on voit aujourd'hui a été développé au sein de ces boîtes de tech là. Tout à l'heure, tu parlais de ce que tu définissais comme étant l'IA. Toi, ta définition de l'IA, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une définition par personne. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a des définitions fondées sur ce que la machine est capable de faire, d'autres qui sont fondées sur à quel point ça ressemble à la manière de l'humain de comprendre le monde et de raisonner. Du coup, ils ne sont pas d'accord. Du coup, certains disent que l'IA est intelligente et d'autres disent que l'IA n'est pas du tout intelligente parce qu'elle n'est pas capable d'apprendre ou elle n'est pas capable de raisonner ou elle n'est pas capable de transposer des choses qu'elle a apprises dans d'autres domaines. Quelle est la définition que tu as choisie et la vision que tu en as, quoi? Alors je pense que c'est limite la question la plus intéressante. Il faut parler d'une chose, c'est vraiment de ça. Et je trouve que c'est ce dont on ne parle pas assez. Alors je me permets de donner 2 définitions pour rester dans la logique. La première qui est en fait tout simplement celle de la conférence de Dartmouth, qui est un peu l'événement fondateur de l'IA, 1956, où les premiers grands noms de l'IA ont donné ce nom, justement, l'intelligence artificielle, qui, je pense, était le meilleur coup marketing qui existe, parce que ça sonne bien, intelligence artificielle. Cette définition était assez simple, c'est simplement toute action qui est faisable par une machine qui, avant, était simplement faisable par l'humain. C'est assez basique. Fondé sur la tâche, finalement. Oui, exactement. Et ou le résultat. Typiquement, pendant très longtemps, c'était impossible de faire du calcul mental avec une machine. Donc ça, c'est l'IA, parce que c'est une tâche qui, avant, était faite par l'humain. Alors, ce qu'on voit, le problème avec cette définition, c'est que ça va englober trop de choses. Et du coup, je vais en utiliser une qui est un peu plus une boutade, mais qui est celle la plus communément utilisée chez les gens qui font de l'IA, notamment. C'est, en gros, c'est de l'IA tant que ce n'est pas encore devenu du logiciel. AI until it becomes software. Et c'est pour ça que les 2 premières générations de l'IA, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui fait... D'ailleurs, même quand on joue contre l'ordinateur à FIFA, par exemple, ça ne s'appelle plus l'IA. Donc, ce n'est pas la dernière génération d'IA. Et du coup, on appelle ça plutôt le logiciel. Donc, on pourrait imaginer que d'ici quelques années, quand le machine learning rentrera un peu plus dans les modes de fonctionnement, ça reste quelque chose qui n'est pas complètement diffusé encore. À ce moment-là, peut-être qu'on l'appellera juste logiciel, on appellera plus ça de l'IA. Donc, il y a vraiment cette définition un peu mouvante. Et toi, tu es favorable à la première définition, c'est-à-dire fondée sur les tâches Moi, ce à quoi je suis favorable, c'est vraiment juste qu'on spécifie ce dont on est en train de parler. En général, ce qui est le plus simple, c'est simplement de dire
Ben voilà, on va parler de prédictive. Ok, la prédictive, on sait que c'est du deep learning, du machine learning, on connaît les méthodes, c'est vraiment essayer d'optimiser des heuristiques avec des réseaux neuronaux, c'est très clair. Juste clarifier de quoi on est en train de parler. Quand on parle d'IA prédictive, en général, aujourd'hui, on sait de quoi on parle. Si on veut parler de ChatGPT, de Midjourney, de DeepSeek, etc., on parle d'IA générative. Sa fonction première, c'est de générer du texte et c'est basé sur la technologie que tu avais mentionné avant, c'est ces transformers qui permettent justement d'optimiser les tokens. Donc, j'ai pris des affirmations qu'on trouve un petit peu dans la presse, un peu partout, etc. Mais je voulais avoir ta vision sur ces affirmations-là. Alors, la réponse peut être vraie ou faux, et puis tu peux élaborer évidemment derrière. Donc, est-ce que les IA aujourd'hui, quelle que soit la génération dont on parle, peuvent résoudre des problèmes plus complexes que l'homme ne le peut? C'est vrai ou est-ce que c'est faux J'adore cette question. aujourd'hui? La réponse, elle est assez simple, c'est un oui. Mais tout seul, il manquerait quelque chose. Mais c'est aussi un outil, ou une technologie qui va avoir du mal avec des tâches qu'un enfant de 3 ans va avoir beaucoup de facilité à faire. Donc à la fois, ça peut résoudre des problèmes très complexes que des prix Nobel Très ont spécialisé? du mal. Oui, spécialisé. En fait, la meilleure définition de ce que c'est capable de faire, c'est une intelligence extraterrestre. C'est-à-dire qui est complètement différente de Ok. l'intelligence humaine. Il y a un graphe que j'adore dans une étude où on demande aux gens de dire quelle est la difficulté d'une tâche. Et ensuite, on regarde quelle est la performance de l'IA sur chacune de ces tâches-là. Et c'est plus ou moins flat, c'est plat. C'est-à-dire qu'en gros, l'IA va avoir tout autant de mal avec une tâche qu'un humain va trouver très très facile. Par exemple, Mhm. l'exemple classique, c'est calculer le nombre de lettres dans un mot. L'IA peut avoir beaucoup de mal à faire un truc aussi simple que ça, qu'un enfant vraiment de 3 ans réussit à faire. Ok, Mais à la fois, il y a des choses que beaucoup d'humains auront énormément de mal à conceptualiser et où l'IA va avoir une performance exceptionnelle. d'accord. Ok. Donc plutôt vrai, mais c'est pas la fameuse intelligence générale qui sait tout faire comme un humain finalement, de la tâche la plus simple à la tâche la plus complexe. Exactement, il faut C'est ça? sortir de notre anthropomorphisme parce que souvent les gens qui critiquent l'IA Ouais, sont dans une logique anthropomorphiste. Alors, en gros, ils se disent ouais. ah, moi, si je la considère comme un humain qui serait pas capable de calculer le nombre de lettres dans un mot, c'est quelqu'un qui est bête. Donc, on va avoir des gens qui vont s'arrêter très tôt comme ça. Et à l'inverse, on va avoir aussi l'approche inverse c'est un humain qui arrive à résoudre un problème pareil, qui a ce niveau de complexité-là, c'est un génie, c'est un prix Nobel, donc l'IA, c'est l'intelligence la plus forte. Ouais. En Et fait, il donc faut il faut l'écouter sortir. pour tout. Oui, en fait, Ouais. exactement, il faut l'écouter pour tout. En fait, il faut sortir de cet anthropomorphisme. Alors il y a un sujet qui est à la frontière de la philosophie, mais quand même je suis intéressé d'avoir ton opinion là-dessus. La question c'est est-ce que les IA comprennent ce qu'elles font? Ou est-ce qu'elles font juste du calcul? Dans la question de la compréhension, il y a une forme de question de la conscience évidemment, mais on n'y est pas encore. Mais la compréhension déjà. Ouais, Est-ce que quand on pose une question à ChatGPT, comprend la question? ouais, alors moi, je vais retourner la question, c'est ça, ce sera une forme de réponse. C'est une question qu'on se pose beaucoup en tant que prof à Ouais. certains de mes collègues. Est-ce que l'humain comprend? Et c'est une question Ok. qu'on se posait il y a 10 ans. Donc, quand j'ai donné mes premiers cours, j'avais des étudiants qui répondaient très très bien aux questions, qui étaient capables d'avoir un 18 sur 20 à l'examen, mais j'avais aucune certitude sur le fait qu'ils aient compris. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient capables de répondre exactement ce qu'il fallait à la question. Je me posais beaucoup de questions à comment faire un examen. Moi, j'aime beaucoup les examens oraux pour ça, parce qu'il peut y avoir un énorme décalage. Et est-ce qu'un étudiant qui est capable de reproduire les réponses qui sont attendues de lui, elle peut dire qu'il a compris la matière ou pas? Ou est-ce qu'il a juste Ou est-ce mémorisé et que, qu'il a alors, c'est su pas les que, replacer dans le bon est-ce contexte? qu'il arrive juste à savoir quel est Hmm. l'enchaînement de mots qui passe bien et qui sait mettre les mots-clés que nous, on va regarder en tant que correcteur? En gros, il exécute une recette qui fonctionne bien. Ou est-ce qu'il Ouais. a vraiment intégré réellement cette forme de plaisir dont parlent beaucoup de philosophes pour parler de philosophie, qui a vraiment, on a senti qu'on a une intégration, il y a des réseaux dans le cerveau qui se sont passés, où on a fait des liens dans notre tête, on a l'impression qu'on a conscientisé ce savoir-là. C'est impossible pour un prof de savoir ça. Et l'examen a toujours eu cette limite-là. En fait, Et l'étudiant a vraiment intégré ce que veut dire cette notion, ou simplement il sait reproduire ce qu'on attend de lui. Et en fait, avec l'IA, alors, t'en tires quelle conclusion du coup, à la fois sur les élèves et à la fois sur l'IA, du coup que... la conclusion, c'est que l'IA, c'est clairement beaucoup plus proche d'un élève qui sait exactement reproduire ce qu'on attend de lui. Et Mhm. pour le coup, on est assez, à part certains illuminés de la Silicon Valley, on a même des tests qui permettent de le dire. L'IA n'a aucune conscience, c'est normal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'aspect biologique, etc. Il y a un peu des délires parce qu'on aime bien la science-fiction et tout. Mais fondamentalement, on sait exactement ce qu'elle fait. Il y a une comparaison que j'aime beaucoup. Dans la technologie, même si on sort un peu de l'IA, si on regarde ce qui s'est passé, nous, en tant que prof, en plus, on a pu observer ça avec les différentes phases.
Si on regarde il y a 2000 ans, il y a l'écriture qui est arrivée, c'était une catastrophe pour les profs parce qu'ils disaient les étudiants vont rien retenir. Parce qu'à la base, c'était de la mémoire. La catastrophe. L'écriture, Platon, c'est marrant, il y a des textes de Platon, c'est marrant parce que c'est des textes, où il disait on est l'intelligence humaine parce qu'on va arrêter de mémoriser. En gros, tout mettre sur des feuilles et du coup, on va arrêter de mémoriser des choses qui étaient déjà catastrophées. Si on avance 2000 ans en avant, 20e siècle, les calculatrices, on a dit les gens vont arrêter de calculer, ça va être l'horreur, etc. Ça va pas empêcher les gens de faire des maths beaucoup plus poussées, finalement. Plus récemment, les profs, ils ont eu énormément de mal avec Internet parce qu'une fonction fondamentale du prof, c'était de donner de l'information. Lui qui possédait l'information. Il va dire, vous savez, ce truc-là, c'est le radius, celui-là, c'est le cubitus. Alors qu'aujourd'hui, un étudiant en médecine, il peut en Et on prenait des notes. on prenait des notes parce qu'on voulait prendre l'information. C'était ça, l'enseignement, c'était avant tout recevoir de l'information. Et ensuite, on a revisité un peu notre fonction en tant que prof en disant, nous, c'est pas juste donner de l'information, mais c'est mettre en relation. C'est dire, voilà, vous avez le radius, vous avez le cubitus, et au fait, ensemble, ils vont former l'avant-bras, et puis ils vont être liés au muscle. En fait, on va créer ces connexions-là, comment on les priorise, comment on les lie entre elles. Et là, en fait, on a un nouveau challenge en tant que prof, mais qui est super intéressant, c'est que l'IA, ce qu'elle fait fondamentalement, c'est qu'elle va créer des relations. Elle a tellement d'entraînement, elle a tellement vu de connexions entre différentes idées, qu'elle est capable de comprendre à peu près quelles idées fonctionnent bien ensemble. Et elle va créer des nouvelles combinaisons qui n'existaient pas nécessairement dans son set d'entraînement. Et donc, c'est cette idée relationnelle. Donc, nous, en tant que prof, on doit encore repenser notre fonction. À chaque fois, c'est une course à l'armement. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que ce que nous, on doit faire, c'est travailler justement sur l'humain, sur le sens qu'on va donner à tout ça. D'accord. Donc, à la question, est-ce que les IA comprennent? La réponse est, ça dépend de la définition qu'on met derrière. Et puis d'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est valable aussi pour l'humain. Quelle est la définition qu'on met à la compréhension? Exactement. OK. Juste là, tu viens de revenir sur un concept intéressant qui est le concept de données d'entraînement. Est-ce que tu peux expliquer comment les IA génératives ont été justement entraînées et les méthodes utilisées et comment l'IA a été, Alors, on l'a fait grandir? le début, justement, donc de la transition entre la 3e et la 4e génération d'IA, entre l'IA prédictive et la générative, c'est vraiment l'IA prédictive qui est allée un extra mile, une étape de plus. En gros, on s'est dit, vu qu'on peut prédire des choses, essayons de mettre tout le texte humain, donc c'est quasiment tout Internet, et ensuite de transformer. Donc, je parlais d'un papier fondamental qui a été fait par des Mikolov et co-auteurs. C'était des ingénieurs de Google, une date de 2013, Word2Vec. En gros, c'est transformer les mots en des vecteurs. Et parce qu'un ordinateur, il ne comprend pas le langage, en fait. Et même, on peut reparler de compréhension, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant. Puis aucune compréhension du texte. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de dire, en fait, tous ces mots-là, on va les transformer en des tokens, vraiment des sortes de vecteurs dans l'espace, voilà. Et ensuite, on va essayer de se dire, on va l'entraîner sur un tas de textes. Au bout d'un moment, il va y avoir une émergence avec cette heuristique dont on parlait tout à l'heure, en gros. À force d'apprendre, de voir un truc, puis de confirmer, puis etc. On va commencer à créer des liens entre ces différentes choses. Et donc, en fait, sur les données, pour répondre à ta question, souvent, c'est tout ce qu'on a sous la main. Ça crée plein de débats aujourd'hui en procès. Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser des bouquins? Non, ils doivent payer. Mais du coup, s'ils payent les bouquins, s'ils achètent les bouquins sur lesquels ils s'entraînent, c'est bon. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser des bases de données piratées, comme ça a été le cas, comme LibGen, qui est une énorme base de données de bouquins, etc. Donc, il y a plein de débats sur en fait, la source des informations, à la fois sur l'aspect légal. Donc, on l'a vu avec Miyazaki, les travaux de Miyazaki qui ont été reproduits. Est-ce qu'il n'y a pas des droits d'auteur qui doivent être donnés? Il y a vraiment un flou un peu artistique, juridique qui se passe maintenant. Et puis, une autre question que je pense dont tu parlais en sous-jacent, c'est que finalement, est-ce qu'Internet, c'est représentatif de tout le savoir humain? Et est-ce qu'il n'y a pas des biais monstrueux sur Internet? Et la réponse est clairement oui. Notamment, un exemple basique, c'est que 90% des choses qui sont sur Internet sont en anglais. Donc, d'autres langues. Et ce qu'ils essayent de faire, par exemple, c'est un des gros positionnements de Mistral, qui est l'IA française, Cocorico, qui essaie justement d'entraîner beaucoup sur des textes français, de faire en sorte qu'il y ait assez de textes français pour faire en sorte que toutes les nuances françaises, parce qu'il y a des différences qui vont du coup se retrouver dans le fonctionnement de l'IA. Parce qu'elle va trouver des liens, du coup. Il y a des modes de pensée qui sont plutôt anglophones, des approches sont plutôt anglophones, des biais qui sont plutôt anglophones. Donc, il y a toutes ces questions-là, sans parler des biais de genre. Il y a eu plein de scandales. Si on demande à l'IA de donner un jour être un homme, un secrétaire, ça va être une femme.
etc. Enfin, en français, un secrétaire peut-être un homme parce qu'il a compris que c'était masculin. En anglais, il n'y a pas de genre, donc c'est souvent une femme. Et donc tous ces petits biais qui du coup ont resté parce que toutes les données d'entraînement, les secrétaires dans les données d'entraînement, c'est tout le temps des femmes. C'est pas que l'IA est méchante ou a envie d'avoir des biais. C'est simplement ce sur quoi on entraîne. Donc il faut se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on a entraîné, sans parler du fait qu'aujourd'hui, il y a des aspects presque géopolitiques où il y a énormément de pays qui essayent d'inonder Internet avec des textes qui renforcent leur narratif. Donc les Chinois, par exemple, ou les Russes, ou même les Américains, qui vont en gros te dire mais il y a un narratif pour mettre en place. Et du coup, ils mettent des textes parce qu'ils savent que les IA génératives sont en permanence. Ils espèrent que les IA auront les biais qu'ils souhaitent, finalement. C'est un peu ça. Exact. Du coup, quand on parle des modèles en IA, ChatGPT 4o, 3o, etc., c'est quoi? C'est la combinaison de à la fois peut-être des technologies différentes et des données d'entraînement différentes. Un modèle égal des données d'entraînement différentes ou pas nécessairement? Alors, il y a plein de paramètres différents. La Et- première chose, en effet, c'est les données d'entraînement, mais c'est pas souvent la plus grosse différence entre différents modèles. Donc, il y a en D'accord. effet les données d'entraînement, mais il y a surtout comment elles sont processées. Il y a différentes approches. Donc, il y a aussi comment on a modélisé les poids, en fait, en gros, des transformateurs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine prédisposition à comment on lui demande d'apprendre. En fait, on peut lui donner plusieurs indications. On peut lui dire, apprends plutôt en donnant plus d'importance à ça, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle les weights. Donc, en fait, c'est l'élément essentiel, c'est les poids. La Les pondération. pondérations sur les tokens, en fait, exactement. Comment on va juger ça. Et puis, la dernière chose, c'est comment est construit le... Une façon de le penser, c'est un peu le prompt. C'est en gros, comment est codé cette IA, c'est-à-dire comment elle va interpréter ce qu'on lui dit. Et ça, par exemple, dans les modèles de raisonnement, ce qu'on a réalisé, c'est que l'IA donnait des bien meilleurs résultats sur certains types de tâches quand on l'a poussé à raisonner, c'est-à-dire en gros à repasser sur une notion plutôt que de donner la première réponse qui sort. Donc en gros, à se reposer la question plusieurs fois. C'était quand il y a eu le prompt engineering, au début on disait beaucoup il faut faire du chain of thought. Donc on redemandait à l'IA d'expliquer pourquoi elle fait quelque chose, et en fait on a remarqué que ça donne des bien meilleurs résultats. Réfléchit pas parce qu'elle a du thinking, mais parce que ça crée une forme d'entraînement sur l'entraînement qui permet ça prend un peu plus de temps du coup, mais ça permet d'avoir des meilleurs résultats. Ouais. Un sujet, avant d'aller sur ce sur quoi tu as pu bosser à Harvard, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant, l'expérience que vous avez menée avec une entreprise. Un point qui est important sur lequel reviennent beaucoup de gens, c'est l'IA. On ne peut pas faire confiance à l'IA, parce que quand on pose une question, déjà, elle ne donne jamais à l'IA générative. Elle ne donne jamais deux fois la même réponse. Donc, voilà. De ce que je comprends, ce n'est pas un bug, c'est une feature. Et les hallucinations, c'est-à-dire la capacité que peut avoir l'IA à inventer des choses, ou à dire des choses fausses lorsqu'on lui pose des questions, c'est pareil, c'est pas un bug, ça fait partie du concept même de l'IA générative. Est-ce que tu es d'accord avec Ouais, non, ce- justement, c'est en fait très lié à ce qu'on venait de dire là. C'est-à-dire qu'en gros, j'espérais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est toujours intéressant. Donc, ce fameux transformer, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, il reçoit toutes ces données-là qui sont des signaux, il est en permanence en train d'ajuster ces fameux poids. En gros, c'est exactement comme un réseau neuronal à la base sur un cerveau. Un enfant, comment il apprend quand il dit je suis mangé, il utilise l'auxiliaire être avec le verbe manger. En fait, les parents, ils le regardent en lui disant non, c'est pas bon. Il a un signal qui dit que c'est pas bon. Alors quand il dit j'ai mangé, on lui dit ouais, bravo, etc. L'IA, c'est un peu pareil, c'est comme un enfant qui apprend. Donc, elle va avoir ces choses-là. En fait, elle va donner un poids. J'ai mangé, ça c'est bien. J'ai mangé, j'ai mangé. Et donc, ça va augmenter le poids de la relation entre et manger. Et à l'inverse, réduire énormément le poids, la probabilité entre je suis et manger. Et donc, c'est vraiment avec ces poids-là. Et ensuite, dans la production, donc c'est là que c'est la générative et les transformateurs agissent, elle va refaire un peu la même chose. C'est-à-dire pour chaque mot qu'elle va donner, si on reste sur le langage, pareil pour les pixels, en fait, elle va se dire quel est le mot le plus probable. Alors, si on met une température de 0, par exemple, il y a certaines vidéos où on peut s'amuser à jouer avec la température, comme Gemini par exemple. Ça va être très stable. En fait, ça va vraiment, 0, ça va prendre juste le mot qui a la plus haute probabilité. Donc, si je mets J apostrophe, le token d'après, c'est probablement AI. C'est le plus probable. Donc, je mettrai ça. Si on laisse un peu plus de température, on laisse un peu plus d'espace, en fait, il y a toute une distribution de probabilités. Si j'ai un J apostrophe derrière, ça peut être avoue, j'avoue,
qui est moins probable, mais qui existe aussi en français. Et du Mm. coup, si on laisse un peu plus de liberté, c'est cette fameuse hallucination, l'IA peut faire des choses un peu bizarres. Euh, et du coup, il y a toute cette distribution-là, et c'est pour ça que du coup, elle ne donne pas toujours la même réponse. Euh, C'est lié donc, à ce qu'on lui donne, mais aussi parce que justement, elle va donner des réponses différentes parce qu'il y a ces différentes probabilités-là. Donc moi, je dis que, donc ça, ce que j'avais dit dans le cours, c'est feature, not a bug. Il y a encore un article de recherche là-dessus, d'ailleurs, d'un ancien collègue à moi à Harvard, qui maintenant est à Indiana. Euh, il est philosophe. Et ce qu'il montre justement, c'est que d'un point de vue philosophique, l'intérêt de l'IA principal, et c'est ce que beaucoup de gens oublient, c'est pas de faire les choses à notre place. Et donc toujours, on veut que l'IA raisonne, on veut qu'elle fasse plein de trucs. Parce qu'on veut qu'elle fasse des choses à notre place, parce qu'on a envie d'être paresseux. Mais l'IA a son plus grand intérêt dans ce qu'elle nous apporte à nous, dans ce qu'elle nous permet de faire. Et dans ce qu'elle stimule chez nous, en fait. Cette capacité à être un peu random, en fait, elle est assez intéressante parce que du coup, c'est un côté imprévisible qui, chez nous, les humains, en fait, va stimuler notre créativité. Et donc, par exemple, moi, j'ai un papier de recherche qui vient de sortir, là, qui vient d'être accepté, où justement, ce qu'on montre, c'est que plus on expose les gens, notamment les experts d'un domaine, à des idées un peu farfelues, un peu bizarres parfois, plus ils vont être capables de créer des innovations qui sont plus impactantes, plus créatives et plus innovantes. Et donc, c'est pour ça que cette feature, et notamment moi qui m'intéresse à l'innovation, alors si on veut savoir qui est le président des États-Unis actuel, ça sert à rien de dire alors, c'est peut-être Biden, peut-être Trump. Non, là, on veut une réponse très claire. Mais c'est pour Oui. ça que dans ce contexte-là, en fait, ça sert à rien d'utiliser l'IA, autant aller sur Google. Mais un des usages les plus marquants de l'IA, c'est vraiment dans l'innovation. Et c'est là que c'est vraiment a feature, not a bug. C'est ce côté un peu bizarre, un peu absurde, un peu aléatoire. C'est vraiment une caractéristique très puissante de l'IA. Ah bah, c'est top, top. Merci pour ces réponses. Alors, c'est vrai qu'on est venu sur la dimension technique, mais parce que, justement, parce qu'elle permet de savoir comment utiliser, je trouve, dans la vraie vie, Mm. ce que tu évoques, quelles sont ses limites, ce à quoi elle peut servir, ce à quoi il n'est pas nécessaire qu'elle serve. Alors, tu as fait une super transition vers les sujets sur lesquels tu as pu bosser à Harvard, dont tu nous avais parlé quand on s'était vu la première fois, où je crois que vous avez travaillé avec Procter Gamble, qui est une entreprise américaine C'est ça. dans les produits de grande consommation. Et vous avez regardé comment cette fameuse IA générative, mise à disposition ou pas d'équipes, pouvait avoir un impact, tu vas Ouais. expliquer l'objectif, ce que vous souhaitiez mesurer, pouvait avoir un impact ou pas sur la qualité du travail, la créativité qu'il y avait derrière ce travail, la rapidité, enfin voilà, le niveau de satisfaction aussi des personnes qui utilisaient ou pas l'IA. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu peux me résumer grosso modo ce que vous avez fait et puis et puis ce que vous avez trouvé Ouais. d'intéressant? Alors ça, c'est vraiment, c'était un de mes gros projets à Harvard. Moi, donc, mon background, c'est vraiment l'innovation. J'ai fait un doctorat en économie d'innovation. Je m'intéresse aux questions d'innovation. Et d'ailleurs, je suis allé à Harvard, donc au Digital Data and Design Institute, DCube, DOCube, au sein d'Harvard, qui est dirigé par mon professeur Lacani. Parce que j'avais envie d'aller au-delà juste des aspects relationnels et de faire des expériences. En général, quand on veut comprendre un phénomène en tant que chercheur, de façon causale, on veut vraiment être sûr que ce qui implique un effet, c'est vraiment la cause qu'on a identifiée. On est obligé de faire des expériences. Parce que quand on regarde des corrélations, en fait, c'est comme de dire les pompiers sont à l'origine de tous les feux dans le monde, parce qu'à chaque fois qu'il y a un feu, il y a un pompier. Sauf que ça, Corrélation est 100%, exactement. mais Enfin, en il n'y a France, pas en de tout cas, c'est causalité. Ouais, 100%. Du coup, il faut mettre tous les pompiers en prison parce qu'ils sont la cause de tous les feux. ouais. Sauf que ça, c'est un exemple classique de ce qu'on appelle la causalité inverse. Non, c'est les pompiers, ils viennent parce qu'il y a un feu et pas l'inverse. Euh, et du coup, il y a plein de biais qu'on peut avoir dans les données. Euh, donc moi, c'est là que je suis rentré en contact avec le professeur Lacani, etc., pour essayer d'utiliser des expériences pour comprendre les processus d'innovation. Pendant mon temps là-bas, donc j'avais fait un projet avec la NASA notamment, où on a fait une expérience avec la NASA pour développer des nouveaux produits de robotic arm, un bras de robot pour à utiliser dans Bras l'espace. articulé, mécanique, ouais. Ouais, où on Mhm. regardait qu'est-ce qui se passe quand on demande à des gens un peu de partout de développer leurs propres idées. Justement, on voyait qu'ils arrivaient à faire des choses assez exceptionnelles. Et puis pendant mon temps là-bas, il y a eu justement l'IA générative. Et les équipes justement du labo ont commencé à travailler avec le BCG. Donc il y a une étude qui a été mise en ligne en 2023, où ils ont juste regardé qu'est-ce qui se passe en faisant une expérience. Donc toujours cette approche d'expérience. Il y a des gens qui ont accès, d'autres qui n'ont pas accès. Comme un médicament, on va voir s'il fonctionne ou pas. Et ils l'ont fait avec des consultants du BCG. Ils ont vu que ça avait un impact énorme. En gros, les consultants, ils arrivaient à faire leur job beaucoup plus vite, mieux.
notamment les personnes qui avaient des moins bonnes performances avant. Et donc moi, je suis arrivé un peu dans ce mix-là et j'ai discuté avec mes collègues qui avaient fait ça, donc notamment Fabrizio Dell'Acqua et Karim Lakhani. Et je leur ai dit, c'est très intéressant de voir quel impact ça a sur l'innovation. Et c'est là qu'on a commencé à discuter avec Procter Gamble, qui est une des plus grosses boîtes d'innovation au monde. Ils ont plus de 100 000 employés, 7 000 en R&D, donc vraiment énormément. D'accord. Ils lancent des centaines de produits chaque année. Exactement. Procter Gamble, pour donner une idée, c'est Pampers, Gillette, enfin voilà. Vous regardez dans votre salle de bain, probablement 80% des produits qui sont issus de Procter Gamble. Dans votre cuisine aussi, probablement. Ils font aussi de la nourriture, etc. Et donc, on a travaillé avec Procter. Et l'idée, eux, ils voulaient vraiment voir est-ce qu'ils peuvent améliorer leur processus d'innovation avec l'IA. Et donc, nous, on leur a dit, nous, on est des chercheurs, on veut faire des études précises. Donc, on a envoyé des mails à 2500 personnes. On va essayer d'en avoir un peu moins de 900. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé 4 groupes. On s'est dit, on va faire comme avec BCG, donc des gens seuls qui n'ont pas d'IA, des gens seuls qui ont l'IA. Mais on s'est dit, eux, quand ils font de l'innovation, c'est rarement une personne seule. Souvent, c'est 2 personnes, une personne technique et une personne commerciale, qui vont discuter ensemble pour créer un nouveau produit. Du coup, on a créé un 3e groupe qui était ces gens-là, et un 4e qui était ces gens-là avec l'IA. Et on a essayé de regarder justement qu'est-ce qui se passe après en termes d'innovation. Donc, je ne sais pas si je vais directement sur les résultats. Oui, est-ce qu'il y a des choses intéressantes que tu veux partager sur la manière dont vous avez fait, des choses que vous avez appris en exécutant l'expérience? Je ne parle pas des résultats, mais d'observer les gens. Alors, c'est marrant, vous avez on trouvé intéressant. parle souvent avec mon collègue Fabrizio Dell'Acqua, qui est italien. On parle beaucoup d'écrire un papier sur le processus. Parce que c'est un processus à la fois fascinant, très, très, très compliqué, mais qui en dit beaucoup aussi sur les organisations. En fait, on a limite plus appris à faire l'expérience que des résultats de l'expérience. Après, ce qu'on met en ligne ou ce dont on parle, c'est les résultats. Mais je pense que le processus, en effet, était fascinant de voir toute la résistance qu'il y a pu avoir. Énormément d'employés qui se disent non, mais ça va prendre mon job, qui veulent pas, qui disent non, mais on veut pas faire ça, etc. Et surtout, en fait, de voir des différences un peu culturelles entre des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, des personnes qui ont plus un background de manager, plus un background technique, etc. D'ailleurs, il y a une étude aussi par d'autres collègues d'Harvard où ils ont juste regardé l'utilisation de l'IA générative entre les femmes et les hommes et ils voient un énorme gap. Les femmes utilisent beaucoup moins l'IA que les hommes. Et une des principales raisons, et ça a été vraiment une des révélations pour beaucoup d'employés, c'est qu'en fait, ils considèrent l'IA comme quelque chose de technique. Et c'est un des gros problèmes où ils disent l'IA, c'est technique, c'est des maths, c'est pour les ingénieurs. Ce qui s'est passé avec la journée qu'on a fait d'expérience avec eux, parce que même ceux qui n'utilisaient pas l'IA, à la fin, on les a exposés, on leur a expliqué un peu comment utiliser l'IA, puis ils ont refait la tâche avec l'IA. En fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que c'est hyper accessible. Et donc, en parlant du process, justement, ce qui était super intéressant, c'était de voir à quel point les gens réalisaient que c'est un outil complètement différent de tout ce qu'on a pu connaître. Parce qu'au fait, il suffit de discuter. Et c'est presque des compétences humaines qu'il faut, savoir utiliser le bon langage, les bons mots, plutôt que des compétences techniques de coding ou autre. Donc là, les IA que vous leur avez mis à disposition, c'est des IA chat, finalement. C'est ChatGPT, c'est des chatbots c'est ChatGPT 4 classiques. qui était en interne chez eux, qu'ils appellent ChatPG, d'ailleurs, j'adore le nom. Parce que c'est Procter Gamble, ils l'ont rebrandé, ils ont fait leur propre outil, mais fondamentalement, le modèle en sous-jacent, donc comme on parlait de modèle tout à l'heure, c'est ChatGPT 4. Et donc, on a fait cette expérience avec les 4 groupes. Et c'est là qu'on a trouvé que l'IA aussi était très utile pour rendre les gens plus innovants. Donc, on voit clairement qu'avec l'IA, les gens créent des solutions qui sont plus innovantes que sans. D'accord. Donc, sur le process que tu dis que tu as appris, c'est que l'IA dans les entreprises, c'est pas si évident que ça, c'est ça? Il y a beaucoup il y a à la fois des gros-moteurs, de la résistance, de la peur, un mix de plein de choses. Et sur les résultats concrets, sur la qualité de l'innovation, la vitesse de l'innovation, est-ce que vous avez vu des choses intéressantes? La première chose qu'on a trouvée, nous, intéressante, qui est indépendante de l'IA, c'est qu'on a confirmé que leur approche était la bonne, dans le sens où les équipes produisent des bien meilleures solutions que les personnes seules. C'est assez rassurant, l'aide d'équipe est utile. Donc, c'est une première confirmation un peu de pas d'années de recherche sur le fait que travailler en équipe, c'est bien. C'est bien pour plusieurs raisons, parce que ça permet de créer des meilleures solutions. Ça permet aussi d'avoir accès à différentes sources de connaissances, parce que c'est toujours une personne technique et une personne commerciale. Donc, ça permet de créer des idées qui sont un peu plus équilibrées, pas juste techniques ou juste commerciales.
Et puis, la dernière chose sur les équipes qui est bien, c'est que elles sont plus heureuses. Les gens qui travaillent en équipe prennent beaucoup plus de Émotionnel. plaisir, exactement, plus de plaisir à travailler sur l'innovation. Et du coup, Cool. le principal résultat, c'est de dire, alors, on a trouvé tout ça sur les équipes, ça confirme ce qu'on savait un peu sur le travail en équipe. Et on a dit à Procter, écoutez, la façon dont vous faites de l'innovation fonctionne bien, parce que voilà, vous travaillez en équipe et c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que les personnes seules avec l'IA ressemblaient en tout point à des équipes et non pas à des personnes seules sans IA. Et c'est ce qui nous a amené à appeler le papier de Cybernetic Teammates, c'est en gros le partenaire cybernétique. Parce qu'en gros, ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui travaillent avec l'IA, ils se sentent comme s'ils étaient en équipe. Ils ont accès à une connaissance qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'en gros, ils créent des solutions qui sont beaucoup plus équilibrées. On va voir des gens qui sont commerciaux, qui vont réussir à faire une solution plus technique, parce qu'ils arrivent à poser ces questions-là à l'IA, à demander est-ce que je peux utiliser tel matériau, etc. Des personnes techniques qui vont poser des questions commerciales, est-ce qu'il y a un marché pour ça, etc. Aussi, ils vont prendre beaucoup plus de plaisir. Parce que dès qu'ils sont un peu bloqués, ils peuvent discuter, l'IA va leur répondre, toujours assez enthousiaste, assez enthousiaste, assez sympa. Et donc, c'était un des principaux résultats, c'est de dire que cette IA générative, par sa facilité d'accès, par son enthousiasme, par sa capacité à donner de l'expertise, ressemble beaucoup plus à un partenaire de travail qu'à un outil qui va exécuter les choses en background. Et alors, les équipes avec l'IA, est-ce que c'est meilleur qu'un individu avec l'IA tout seul? Ou est-ce que c'est exponentiel? Les équipes meilleures que les individus avec l'IA aussi bons que les équipes, et est-ce que les équipes avec l'IA, c'est encore Alors, si on dessus ou pas? pousse la métaphore, donc du coup, une équipe avec l'IA, ça serait 3 partenaires. Et ce qu'on sait aussi sur le travail en équipe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle decreasing return to scale, des rendements décroissants. Donc, avoir une troisième personne, ça augmente pas autant que passer de 1 à 2. Surtout qu'on a déjà les compétences techniques et commerciales. En moyenne, on n'observe pas un grand bénéfice, mais il n'est pas très, très marqué entre les équipes avec l'IA comparé aux personnes seules avec l'IA. Il y a un bénéfice, mais ce qu'il y a surtout, c'est une plus grande variance. C'est-à-dire qu'en gros, quand une équipe travaille avec l'IA, elle a une plus grande probabilité de des solutions de moins bonne qualité, mais aussi une plus grande probabilité d'avoir des solutions exceptionnelles. Et ce qu'on voit. C'est lié à quoi, selon toi? Enfin, c'est l'explication Alors de justement, ça. c'est ce qu'on essaie de faire. Donc ça, c'est un deuxième papier sur lequel on est en train de travailler, en regardant un peu plus les mécanismes. Donc on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Donc on a tout, en fait, quand ils ont travaillé ensemble, ils étaient sur Zoom, et du coup, on a le transcript de leurs interactions. Et c'est 600 000 interactions qu'on a. Et on est en train de regarder un peu justement qu'est-ce qui se passe. Il y a des conflits, il y a des désaccords. Et en fait, avec l'IA, parfois, c'est plus difficile de coordonner. Parce que c'est un nouvel outil, c'est plus compliqué que si c'est une personne qui guide le truc. Soit ils réussissent à savoir l'utiliser ensemble, il y a une harmonie entre les deux et du coup ils exploitent complètement le potentiel, ils arrivent à avoir une solution exceptionnelle. Soit ça, du coup, ils ne savent pas trop comment l'utiliser et puis ça les limite un peu dans leur créativité. Donc, l'hypothèse, ça peut être qu'il faut se mettre d'accord sur la manière d'utiliser l'IA si on décide de l'utiliser en collectif, ou en tout cas, se poser la question de savoir quelle est la manière la plus efficace de l'utiliser avant d'y aller sans réfléchir. Et puis, est-ce que les gens étaient formés à l'IA avant de... Alors Ou alors vous leur donniez la le chatbot majorité, et débrouillez-vous? environ 80% des personnes n'avaient jamais utilisé l'IA et les Et 20% restants avaient déjà testé un peu. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement leur donner une demi-heure avec, c'était Karim, donc sur la Cagny, qui leur a donné juste, c'est pas, on va baisser une formation, mais c'est expliquer un peu à quoi ça correspond et surtout ce qu'ils peuvent faire avec. Donc leur donner un peu une idée. On leur a même donné une petite liste de prompts qu'ils pouvaient utiliser. C'était surtout pour nous de voir à quel point ils s'étaient appuyés sur la formation. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'au final, très peu ont utilisé les prompts. En gros, ils se sont amusés à faire le truc de leur côté. Ceux qui ont été un peu plus bons élèves, ils n'ont pas nécessairement eu de meilleure solution. Donc, en fait, c'est une autre chose intéressante, c'est ceux qui ont réussi à ne pas se laisser brider. Ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui ne vont pas directement vers l'IA. C'est-à-dire, en gros, ils commencent à brainstormer ensemble avant d'aller tout de suite utiliser l'outil. Parce que ce qui se passe quand on utilise l'IA un peu vite, c'est que c'est joli, c'est shiny, et puis en fait, on va settle for less. En gros, il y a un premier résultat qu'elle va nous donner, on va dire « Ah, mais c'est génial ça », et puis du coup, on va arrêter de pousser. Alors que quand on discute avant, quand on essaie surtout pour l'innovation, quand on essaie un peu de se poser des questions, et qu'on utilise l'IA dans un second temps, en fait, on va l'utiliser de façon beaucoup plus critique. Parce qu'on a une idée, on est un peu attaché à notre idée, et du coup, on va utiliser l'IA plus comme façon de critiquer notre idée
interagir comme partenaire de pensée. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats. C'est quand en fait, en gros, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil exceptionnel. Mais au final, ça rappelle une notion fondamentale qu'on a toujours su, qu'en fait, plus on est proactif, moins on est paresseux, et meilleurs seront nos résultats. En fait, on a toujours besoin de cette capacité humaine à pas être paresseux, à pas juste accepter le premier résultat qui sort. Je me souviens que tu avais partagé, je crois que c'était plus en lien avec l'expérience BCG, aussi des résultats sur le fait que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'IA ne va pas nécessairement augmenter la fracture entre les compétents et les personnes peut-être moins compétentes, mais que l'IA finalement était très bénéfique pour les gens qui, au départ, avaient moins de compétences sur un sujet et que c'était les personnes dont le bon de performance était le plus important. Est-ce que c'est correct? Ouais, alors en effet, dans le papier BCG, en fait, ce qu'ils font, qui est assez intéressant, c'est qu'ils leur font faire un petit examen, un petit test, un petit exemple, avant de faire l'expérience. Du coup, ils ont une idée à peu près de la performance de chaque personne avant qu'ils commencent l'expérience. Et donc, ça leur permet de voir qui réussit mieux. Est-ce que c'est ceux qui ont le mieux performé sur le test qu'ils ont fait avant ou ceux qui ont le moins bien performé? Et du coup, ce qu'ils voient, c'est que ceux qui bénéficient le plus de l'IA, c'est ceux qui performaient le moins bien. Et il y a limite une sorte de convergence vers une moyenne qui est un peu élevée. C'est-à-dire que ceux qui performaient super bien avant l'IA, ils ont presque tendance à, vu qu'ils font moins d'efforts, ils se disent en fait, c'est pas si mal. Ils ont tendance à réduire un peu leur performance, sleep at the wheel, donc dormir un peu au volant, et dire c'est pas trop mal. Et ceux qui n'étaient pas très bons, en fait, avec l'IA, ils réussissent à faire beaucoup mieux. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de démocratisation. Alors, il faut mettre plein de limites à ça parce que c'était une expérience. Il y a une autre expérience qui a été faite avec des entrepreneurs kenyans qui suggèrent que quand c'est un aspect répété et quand c'est avec beaucoup plus d'enjeux pour créer une boîte, etc., ceux qui réussissent le mieux à utiliser l'IA pour améliorer la performance de leur boîte, c'est ceux qui avaient déjà des bonnes performances avec leur boîte. Ok. C'est surtout, ça dépend un peu, encore une fois, ça dépend du type de tâche. Si c'est juste une mission de conseil, souvent l'IA va faire un bon boulot, donc une personne qui n'est pas très bonne, ça va l'aider à performer. Mais si on veut créer sa boîte, on a intérêt à savoir déjà ce qu'on est en train de faire, parce que sinon l'IA, elle va peut-être nous enfoncer dans une mauvaise idée. Et ce qu'on observe dans le papier, c'est que les mauvaises idées, l'IA va dire non, c'est génial, c'est trop bien, c'est un peu ce côté un peu... Oui, d'autant qu'il semblerait qu'il y a un petit biais d'encouragement aux IA telles qu'elles sont construites aujourd'hui. Elles ont tendance à être sympathiques avec les utilisateurs, avec leurs idées. Globalement, oui. C'est ce qu'on appelle la sycophancy, c'est la sycophance, je ne sais pas en français. Et cette tendance de l'IA à être un peu trop gentille. Parce qu'elle est faite pour que les gens passent plus de temps dessus. Et si elle est méchante, elle dit... on n'a pas envie de lui parler. Exactement. Et donc, si on prend un peu de recul sur le travail en général et peut-être parler de ton cas en particulier, quelle conclusion sur l'IA telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle évolue en permanence, donc j'imagine que ce qu'on va se dire aujourd'hui sera peut-être un peu moins valable demain, ou en tout cas à modérer. Mais d'après toi, il faut l'utiliser quand et pour quel type de tâche? Et il ne faut pas l'utiliser sur quoi? Dans le travail. Et peut-être si la question est trop large, toi, tu fais comment? Tu l'utilises, est-ce que tu l'utilises? Tu l'utilises dans quel type de tâche? Dans quel type de contexte, avec quel type d'objectif? Et puis, à quel moment tu pourrais l'utiliser, mais tu décides de ne pas le faire? Comment tu Alors, je fonctionnes, vais donner deux réponses un peu à l'opposé. La première, c'est que justement, l'IA n'est pas bonne pour tout. Et que ce qu'on remarque qui fonctionne bien, c'est de garder le contrôle. Donc, de garder un peu... c'est toujours l'humain qui doit mettre du sens, décider quoi donner, quoi faire, quoi prendre, etc. Donc, il y a un côté vraiment... il ne faut pas l'utiliser pour tout. Il y a des tâches spécifiques. Si tu demandes le nombre de lettres dans un mot, ça va pas être bon, etc. Ça, c'est une première réponse. C'est en gros, il ne faut pas l'utiliser pour tout. Il faut essayer de voir où est-ce qu'elle fonctionne bien. Mais à l'inverse, l'IA a une particularité. Donc, une des premières particularités, c'est que c'est du langage naturel, donc n'importe qui a accès, etc. Une autre particularité fondamentale, c'est que c'est l'inverse d'un micro-ondes. Ça paraît bizarre comme comparaison. Mais un micro-ondes, en fait, il faut vraiment suivre la notice. En gros, il y a écrit sur les notices, si vous regardez, ne pas mettre votre animal de compagnie dans les micro-ondes, parce qu'il y a certaines personnes qui ont voulu sécher leur chien dans un micro-ondes, et qui, du coup, ont poursuivi en justice les compagnies d'électroménagers. Ça s'est pas bien passé, oui. Il faut suivre la notice. La personne qui vend le micro-ondes sait exactement comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On suit la notice. Avec l'IA, en fait, il n'y a pas de notice.
Et n'importe quelle personne, alors il y a toujours des charlatans qui disent en fait, on a trouvé la notice de machin, Le prompt modèle, le magique. prompt magique, etc. Mais en fait, la seule chose qui ressort des recherches des 3 dernières années, qui je pense restera vrai pour les 5 prochaines années, je me permets de m'avancer là-dessus. Je pense que tout ce qu'on dit est plus ou moins assez général pour que ce ne soit pas obsolète dans 2 ans. C'est vraiment, en fait, l'essayer. Et s'il y a une règle, c'est toujours essayer. C'est-à-dire à la fois garder le contrôle, ne pas laisser l'IA faire les choses à notre place. C'est nous qui décidons ce qu'on veut pas. Mais à la fois se dire, bah, pourquoi pas. Donc les gens qui ont les plus beaux usages, c'est des trucs auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé. Moi, j'adore en général demander dans mes cours quelle est votre utilisation la plus intéressante, la plus folle de l'IA. On va avoir des gens qui vont l'utiliser pour raconter des histoires à leurs enfants le soir. En gros, d'écrire une histoire personnalisée. Et ça marche très bien. Ou pour inventer des jeux. D'autres qui vont l'utiliser pour cuisiner. En gros, il en reste 3 pauvres trucs dans le frigo, ils ne savent pas quoi faire avec, ils demandent à l'IA bah, qu'est-ce que je peux faire avec, et ça leur donne un plat potentiel qui peut être très bon. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer. Si ça se trouve, en fait, on va me dire ah mais attends, je vais l'utiliser pour écrire, je sais pas moi, pour être mon psychologue personnel, et puis en fait c'est catastrophique. Donc il faut vraiment essayer et garder un esprit critique en permanence. Ça peut être très bon pour nous dire si on a une fracture du pied, mais pas pour nous dire l'origine de notre migraine. Et du coup, bah, il faut essayer. Mais essayer pas en se disant, pas en la prenant comme parole d'évangile, en permanence en se disant est-ce que c'est bon? Et essayant de demander à un expert, que ce soit un cuisinier, un médecin, un psy, est-ce que c'est quelque chose qui fait sens ou pas? Ouais, d'où la compétence. Bah, c'est très en lien avec les compétences clés de demain qui ont été identifiées comme étant celles qui feront la différence, qui est notamment la pensée critique, l'esprit critique. Donc toi, tu l'utilises concrètement pourquoi? Quels sont tes usages? Alors, c'est vraiment un outil de travail pour moi. Ok, Donc, j'utilise en priorité, donc mon premier go-to, c'est Claude, ok. que je trouve vraiment j'ai adoré Claude. Enfin, au début, je naviguais, donc toujours dans cette idée de test. Et encore aujourd'hui, je suis pas bloqué en me disant c'est Claude pour le reste de la vie. Je pense que dans le choix, il y a tellement d'évolutions qui se passent, parfois des petits changements qui font que il y en a un qui va devenir meilleur que l'autre. Ce que j'aime beaucoup dans Claude, c'est que c'est le bon mix entre un modèle de raisonnement, c'est-à-dire qu'il va être bon pour raisonner, pour écrire du Mhm, code. Ça a été le mhm. meilleur pendant très longtemps sur le code. Mais en même temps, il a une très bonne capacité d'écriture aussi, donc pour structurer des Oui. idées, etc. Et il est assez créatif. Donc je trouve que c'est un bon mix. Et tu l'utilises pourquoi? Et Bah, tes j'utilise. recherches, formuler des documents, tu fais du code peut-être, je sais Alors justement, moi j'essaye d'appliquer ce que je dis à mes étudiants, c'est-à-dire je l'utilise surtout comme un partenaire, dans le sens où c'est toujours moi qui dirige. Donc par exemple, dis donc je vais faire un graphe sur un papier, par exemple les graphes que je fais sur mes papiers de recherche. Moi je vais faire un premier jet, je vais développer le graphe, je vais expliquer un peu ce que je veux, etc. Et puis je vais lui dire bah, comment je peux l'améliorer. Il va me dire bah, par exemple, essaye d'utiliser des couleurs qui fonctionnent pour les personnes daltoniennes. Enfin, c'est un détail, hein, mais essaye de mettre un titre en gros dans ton axe Y, là c'est mal aligné, etc. Et puis je vais lui demander aussi de m'écrire ce code-là. Par exemple, moi je ne connais pas la fonction qui me permet de rajouter tel truc, donc je me dis de me donner. C'est toujours moi qui gère le code, mais il me permet d'aller beaucoup plus vite. Au lieu d'aller chercher les librairies en ligne sur Python, de comment ça marche, fais-moi cette sautage, je le rajoute à mon code de façon assez comme ça stratégique. Je l'utilise aussi beaucoup dans mes cours. En gros, je dis bah moi je pensais faire cet exercice-là. Comment tu penses que je peux le rendre? Bah typiquement quand on s'est rencontrés, je l'ai adapté en français. Donc je me disais, moi je donnais les cours toujours en anglais. Je disais, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour adapter le cours plus à une audience française? Donc il va me donner des idées. Mais c'est toujours moi qui vais juger. Donc en gros il va me dire ah tu pourrais parler de Mistral. Donc je dis ok ça c'est une bonne idée. Mais derrière il va me dire ah ce serait bien de parler de la poésie française avec Baudelaire. Je dis bon ça c'est peut-être pas très pertinent. D'accord. Donc c'est moi qui vais toujours décider, mais je l'utilise beaucoup pour avoir des idées, pour améliorer mes cours, pour développer des images, des slides, des trucs comme ça. Et donc, contrairement à ce qu'on peut entendre à droite à gauche, tu l'utilises pas pour gérer des tâches de A à Z ou gérer des projets de A à Z. Je délègue à l'IA cet Alors il y a aspect-là. certaines personnes qui le font. Bon, il y a toute cette hype Ouais, sur les agents. Ouais, ouais. déjà, Le agent, vibe coding, Alors etc. pour moi, Ouais. c'est du vibe coding, dans le sens, Ok, c'est mon partenaire de code. Donc moi, ça fait ok. 10 ans que je fais du code. Et je déteste, moi j'ai aucun papier tout seul. Il y a certaines personnes qui écrivent des papiers tout seul, je sais pas comment ils font. Moi, je déteste travailler seul. Parce que j'ai toujours besoin d'interagir, d'itérer. Alors, je travaille toujours avec des collègues, hein, je ne travaille toujours pas seul.
mais ça me permet d'avoir accès à un partenaire de façon permanente, efficace et plus rapide. Avant, sur une partie de code, j'allais demander à mon co-auteur, par exemple, Boris, un de mes co-auteurs avec lequel on code beaucoup, ou par exemple Fabricio, j'allais lui dire, écoute, j'ai écrit ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis il va me dire, ah non, tu peux utiliser telle librairie, etc. Là, maintenant, en fait, j'ai un partenaire de travail. Cette idée d'agent qui va tout faire pour moi, en fait, les rares fois où j'ai pu me laisser aller pour des petites choses, lui dire, fais-moi ce graphe-là, il y a énormément de problèmes. Il va inventer des données. Il va faire des choses que je veux pas qu'il fasse. Il va prendre des choix qui sont pas bons. Alors, c'est possible de corriger. Ça m'arrive parfois de le prendre comme premier jet. Et puis ensuite de l'utiliser pour corriger ou d'utiliser un autre outil pour corriger. Mais j'ai l'impression que souvent, ça prend plus de temps qu'autre chose. Et ça a tendance quand même à nous pousser à accepter ce qui est sorti et à pas faire cet effort de garder le contrôle, quoi. Il y a Stanford qui a fait une étude que je t'ai envoyée par mail, je ne sais pas si tu en avais connaissance, Ouais. qui a un peu regardé du coup dans la vraie vie comment l'IA s'est implantée dans les entreprises, comment les gens l'utilisent aux États-Unis. Donc il y a un biais culturel parce que je pense que si on sortait la même étude en France, on n'aurait peut-être pas les mêmes chiffres, notamment d'adoption. Je pense qu'on n'est pas très loin. Ouais, d'accord, ok. Du coup, l'adoption est forte parce que si je me souviens bien, fin décembre, il y avait 43% des personnes au travail qui utilisaient un LLM, donc important. Et puis, il y a des bénéfices sur la productivité. Alors, est-ce que tu as pris connaissance de cette étude? Qu'est-ce que tu en retires? Et puis, peut-être, on approche de la fin. Si on s'intéresse à la prospective, comment tu imagines que ça va impacter les emplois au sens de leur contenu, déjà, sans parler de est-ce qu'on va couper des têtes et virer des gens pour y mettre des IA et plus tard des robots. Comment tu vois les choses évoluer dans le moyen terme et notamment sur la base de ce que dit Stanford, où quand même en 2 ans, les choses ont singulièrement changé sur l'utilisation de ce type d'outils et l'intégration dans le quotidien des entreprises, parfois même, j'allais dire, avec l'ignorance de l'employeur qui ne sait pas que son employé utilise un LLM en loose day pour faire un certain nombre de ses tâches. Maintenant, on appelle le shadow AI, Le shadow AI. le AI de l'ombre, l'IA de l'ombre. Les gens, en gros, l'utilisent mais ne le révèlent pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. D'ailleurs, il y a des études qui suggèrent que quand on dit qu'on a utilisé là, on est beaucoup moins valorisé. Du coup, on n'a aucun intérêt à le dire. Et donc, ça renforce au fait cette idée-là de personnes qui l'utilisent. C'est pour ça que je disais en France aussi, énormément de gens l'utilisent, mais ils n'ont pas intérêt à le dire. Encore moins en France, je dirais. C'est plus ça, à la limite. Donc, c'est excellente question. Il y a plein de choses à dire. Donc, déjà, première chose sur Stanford, c'est notamment une étude guidée par Eric Brynjolfsson, qui est un des grands pontes. Pour le coup, il travaille sur l'IA depuis 15 ans, je dirais. Et il a une approche très particulière, que je trouve super intéressante, qui va au-delà des métiers et qui regarde ce qu'on appelle les tâches. En gros, il se dit quel type de tâches. Donc, il avait fait un tas d'études qui ont été publiées notamment dans Nature, etc. Sur les tâches pour le machine learning déjà à l'époque, que le machine learning pouvait faire, quelle partie peut être automatisée, etc. Et ils ont fait un peu la même chose dans cette étude-là sur l'IA générative. Et donc, c'est assez intéressant. En effet, on voit que ChatGPT, pour le coup, l'IA générative, c'est de très très loin l'innovation qui s'est diffusée le plus rapidement. Ouais. Jusque-là, c'était TikTok qui avait mis 9 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT les a atteints en 2 mois. Donc, vraiment le truc le plus rapide. Et c'est en grande partie. Ils sont à 500 ou 600 millions d'utilisateurs, je crois. Il y a des milliards de requêtes par mois. Enfin, c'est vraiment. Et donc, du coup, voilà, tout le monde l'utilise. Donc, même ceux qui disent qu'ils ne l'utilisent pas. Comment ça va changer le travail? Alors, ça, c'est une question hyper complexe. Elle dépend de beaucoup de choses. On en avait un peu parlé tous les deux. Moi, je pense qu'il est fondamental, et si j'ai un mot à dire là-dessus, c'est de sortir de la polarisation. C'est-à-dire qu'en gros, l'essentiel des discours va d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire il y a des personnes qui vont dire que ça va tout révolutionner, que les RH vont devenir juste des gens qui gèrent des agents, que ça va complètement changer tout, que plus personne, que c'est la fin du travail. Que c'est la fin du travail, etc. Et on a l'autre extrême qui dit c'est une hype, ça va exploser la bulle IA, etc. Il y a des gens qui ont adoré l'étude de Apple, sans rentrer dans les détails, mais qu'en gros, montrer l'IA ne pouvait pas raisonner. Pas un scoop pour moi. Le fait que l'IA ne puisse pas raisonner comme un humain, ne veut pas dire que c'est inutile, en fait. Plein de gens ont pris pour dire voilà, ça prouve que c'est inutile, alors que pas du tout. Donc, prendre une position un peu médiane, c'est dire l'histoire de l'humanité, depuis d'ailleurs le peu, centaines de milliers d'années, c'est d'intégrer des outils. On a toujours été bionique. Il faut sortir de l'idée que l'humain, c'est un humain pur, qui ne sait jamais d'outils. Ce qui a permis aux humains de survivre, c'est le développement d'outils.
On est tous un peu bioniques. Aujourd'hui, si vous voyez l'impact qu'un téléphone portable sur nos vies, on est tous perdus. Mais en même temps, c'est ce qui permet de beaucoup mieux nous repérer, de nous déplacer, de nous connecter entre nous, etc. Ça permet énormément de choses. Mais aujourd'hui, on est déjà des êtres bioniques avec nos portables. C'est un outil de plus qui a des capacités différentes, supplémentaires, qui sont encore plus humaines sur certains aspects, et qui du coup va nous aider dans plein de tâches. Ce qui ressort vraiment, moi je le vois beaucoup en tant qu'enseignant du point de vue de la pédagogie aussi, s'il y a vraiment une chose et un conseil à donner à tout le monde, à toutes les entreprises, que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est qu'il faut garder sa capacité d'action. Rester proactif. Pour les personnes qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui réussissent à l'utiliser de façon proactive. C'est un outil fantastique. Mais de la même manière que Google, si on a utilisé Google il y a 20 ans juste pour retenir tout à notre place et puis qu'on a arrêté de réfléchir, c'était nul. Les gens qui ont mieux utilisé Google et Wikipédia, c'est ceux qui se sont dit, en fait, c'est une base de données exceptionnelle. Je vais l'utiliser pour lire, pour apprendre des choses, pour faire des liens, pour trouver des nouvelles idées de business, pour créer des nouveaux prototypes. Il y a un papier de recherche, désolé, je cite plein de papiers de recherche, mais de Neil Thompson et co-auteur, sur l'impact de Wikipédia sur la science. Ça peut paraître bizarre, Wikipédia, c'est des données assez basiques. Comment ça peut pousser la frontière de la science? En fait, ça permettait à certains chercheurs, par exemple, qui sont spécialisés en chimie, de se remettre rapidement sur des questions de physique. Et du coup, de trouver des nouvelles idées, de dire « Ah non, en fait, on pourrait l'utiliser dans tel contexte. » Et puis, et donc, Wikipédia, ça permet de révolutionner la science. De la même manière, l'IA, ça peut révolutionner la science. Ça peut révolutionner énormément de boulot, tant qu'on l'utilise de façon proactive. Il y a une étude qui a été faite à Stanford, je pense aux étudiants, qui montrait que c'est ceux qui arrivent à l'utiliser comme tuteur, en gros, pour apprendre, qui avaient les meilleurs résultats aux examens et qui en avaient meilleurs que la moyenne de ceux qui travaillent sans IA. Ok. En gros, qui amélioraient la moyenne de la classe globalement. À l'inverse, ceux qui utilisaient pour faire leurs devoirs, eux, ils avaient une grosse décroissance de leur, avec très mauvais résultats. Parce qu'ils n'avaient pas cette attitude proactive. La question qui va derrière, c'est est-ce que l'IA générale va changer les choses de ce point de vue-là, si elle devait advenir, mais on verra le moment venu. Peut-être tu as une vision là-dessus, parce qu'apparemment on est à la frontière. Bon, après, c'est aussi peut-être un sujet de définition de ce qu'est l'IA générale. Pour moi, c'est du marketing, c'est du buzz. C'est surtout un moyen de lever des fonds. D'ailleurs, c'est assez intéressant que le AGI a tellement été vendu avec des fausses promesses que maintenant on appelle ça SSI. Super C'est-à-dire System Intelligence. On change le nom en fait. On s'est dit AGI, General, c'est pas assez vendeur. On va appeler ça Super Intelligence. Pour dire, c'est un peu du marketing. Moi, j'aime beaucoup l'approche de Yann Leca, qui est un excellent chercheur français là-dessus, qui dit c'était juste un moyen de lever des fonds pour entraîner encore plus de LLM, mais à aucun moment on se rapproche de l'IA générale. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire une IA générale? Ouais, c'est ça. Quelle est la définition? Peut-être on peut terminer par 5-6 questions sur lesquelles j'aimerais avoir ta vision. C'est les questions que je vais poser à chacun des invités. Ça va être intéressant de voir les variances et les convictions des uns et des autres. Donc, première question, une tâche pour toi à confier sans hésiter à une IA. J'ai envie de dire aucune, vraiment, j'ai envie de dire aucune, dans le sens où il faut toujours hésiter. Mais si je vais dire une tâche que l'IA fait très bien, et qui est vraiment impressionnante et qui a été un vrai gap, c'est la traduction. On va rentrer en substitution totale parce que c'est la première IA, c'est beaucoup mieux, c'est une vraie amélioration comparée à Google Translate. Elle va comprendre réellement la liaison entre les mots. D'ailleurs, il y a des super modèles, des papiers en computer science sur comment elle fait des liens entre les différentes langues qui sont super intéressants. Donc, pour la traduction, c'est vraiment génial. Mais sinon, l'utiliser comme partenaire et jamais pour faire une chose pour nous. D'accord. Une tâche pour laquelle ne jamais utiliser l'IA d'après toi, ou en tout cas toi tu ne l'utiliserais jamais. Je suis vraiment favorable à toujours tester, mais je dirais ne jamais utiliser l'IA, en tout cas ne jamais faire confiance à l'IA pour des éléments critiques. En gros, de prise de décision, en fait, il ne faut jamais déléguer complètement. D'après toi, la question qu'on ne se pose pas sur l'IA, il faudrait qu'on se pose dans le débat, dans tout ce que tu entends, parce que c'est quand même des très gros sujets. Une question que tu n'entends jamais, tu te dis, mais celle-là, il faudrait l'aborder. Elle serait intéressante. Alors, c'est une excellente question. Et je dirais, moi, ce que je trouve dommage, pour revenir à un aspect un peu philosophique que tu avais mentionné avant, c'est qu'on pose beaucoup la question du point de vue de ce que peut l'IA, qu'est-ce qu'elle va remplacer, comme si c'était une sorte d'entité un peu externe.
Et je pense qu'on ne pose pas assez la question de l'impact qu'elle a sur nous. En Ok. gros, de comment elle nous permet de reconsidérer un peu. Donc, pour revenir par exemple à ce qu'on disait au tout début du podcast, je trouve que l'IA est utile pour nous poser la question de qu'est-ce que ça veut dire comprendre en fait. Et donc, qu'on ne pose pas assez, c'est qu'est-ce qu'elle permet de redéfinir sur des questions qu'on s'est toujours posées. Et est-ce qu'elle ne nous permet pas de repenser aussi notre façon de définir l'intelligence, de définir l'empathie, de définir la compréhension, etc. Donc, de permettre de revisiter des questions philosophiques qu'on s'est toujours posées comme humains et que l'IA nous permet de revisiter. De nous replonger sur nous-mêmes. Exactement. Excellent. Donc, est-ce que l'IA va tuer le marché de l'emploi, les jobs, les métiers? Commencer par le métier d'enseignant ou de chercheur, par exemple. Alors, j'ai un c'est pas un collègue, mais du coup, un économiste, historien de la pensée économique, qui travaille sur des bases de données de journaux que j'adore. J'en parle à tout le monde. Je me souviens plus exactement du nom sur Twitter. Et en fait, donc il a 150 ans de base de données de journaux depuis le milieu du 19e siècle. Tu vas comprendre le lien. Et en fait, il regarde les titres de journaux, il fait des analyses économiques là-dessus, etc. Et ce qu'il fait de temps en temps, un peu comme une boutade, c'est qu'il va choisir un thème et dire 150 ans de... Par exemple, il fait 150 ans de la nouvelle génération ne veut pas travailler. Et il va sortir des articles en 1870 où ils disent la nouvelle génération, elle est paresseuse, ils veulent pas travailler. On pourrait revenir jusqu'à Platon qui disait que la nouvelle génération était corrompue. Il fait un autre, la nouvelle génération corrompue par la technologie. Et c'est marrant parce qu'en 1970, la nouvelle technologie, c'était les comic books. Ils passent leur temps à lire des BD, c'est horrible, ils réfléchissent plus, etc. 30 ans après, c'était la radio. Ils écoutent la radio tout le temps, c'est horrible. Après, c'était les jeux vidéo, puis après, etc. C'est 150 years, donc 150 ans de technology is gonna steal our jobs. En gros, la technologie va prendre nos jobs. C'est les machines qui vont faire notre place. Après, c'est les ordi. Après, c'est ça. Bah, en fait, on est encore dans la même boucle. Etc. Ouais. Et si, au début du 19e siècle, on avait déjà des questions sur est-ce que finalement, on va avoir un job dans 10 ans. Donc, alors, moi, je réponds pas définitivement. Si ça se trouve, c'est enfin l'innovation qui va être réellement changer nos jobs. Moi, comment dire, ma perspective un peu historique d'économiste va dire ça va être encore la même chose. C'est-à-dire que ça va redéfinir un peu la façon dont on fait notre job. Mais finalement, on va retrouver notre place et ça va donner de la valeur à d'autres choses. Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est essayer de regarder là où on pouvait encore avoir de la valeur. La connexion humaine, la prestation orale, la capacité à pouvoir justement connecter, à donner du sens. L'IA fait du relationnel, mais ne donne pas de sens. Le sens est toujours humain. Il n'y a que l'humain qui peut donner du sens. Okay. Et d'ailleurs, là-dessus, dernière petite chose que je trouve intéressante, qui est de mon superviseur de thèse, qui disait souvent, quand il y a eu la révolution technologique au début du XXe siècle, on pensait justement que les jobs allaient disparaître parce qu'il y avait beaucoup moins de jobs dans l'agriculture et l'industrie qui étaient vraiment l'essentiel des jobs. Ouais. Mais ce que ça... C'est 1%, je crois, l'agriculture. Exactement. Donc, du coup, on pourrait dire que les jobs ont disparu déjà. C'est-à-dire que les jobs qu'on faisait il y a 100 ans ont complètement disparu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé plein de pans de l'économie nouvelle, dont notamment le loisir. Aujourd'hui, il y a toute une part de l'économie qui est l'économie du tourisme, du loisir, du sport, de la musique, etc. Donc, on pourrait complètement imaginer qu'on va créer encore de nouveaux secteurs qui sont beaucoup moins productifs, en fait, que l'agriculture ou l'industrie. Ta plus grande crainte en lien avec l'IA, est-ce que tu as... Je comprends que tu es quelqu'un d'optimiste par nature, mais est-ce que tu as quand même des choses qui te génèrent de la crainte, où tu te dis, il ne faudrait pas qu'on emprunte ce chemin-là, parce que ça serait quand même embêtant? Alors, j'essaie d'être neutre et pas optimiste. Je laisse l'optimisme pour les personnes qui voient des révolutions partout. Moi, c'est plus vraiment, j'essaie d'être factuel, de regarder les études, de voir ce qui se passe. Moi, ce qui me fait peur, vraiment, c'est surtout c'est la paresse. Et je pense que c'est le plus grand défi humain. C'est vraiment la paresse. C'est vraiment sleeping at the wheel, c'est dormir au volant. C'est de se dire, en fait, ce que fait l'IA, c'est pas trop mal. Et en gros, l'utiliser comme un outil de remplacement qui fait les choses à notre place parce qu'on est paresseux. Pour moi, c'est le plus grand danger sur l'humain, c'est de perdre son esprit critique, donc paresse intellectuelle, mais aussi d'arrêter de vouloir faire l'effort. Parce que la valeur viendra toujours de l'effort humain. C'était à pousser. Et du coup, le symétrique, ton plus grand espoir, ce que pourrait faire l'IA, que les technologies qu'on a connues jusqu'ici n'ont pas permis de faire, et là, tu penses qu'on est à l'aube de... Alors ça, c'est le prof qui parle. Moi, je suis originaire du Liban, donc j'ai connu un peu un pays en développement. Ce qui fait la force du Liban par rapport à tous les pays aux alentours, beaucoup de pays en développement, c'est qu'il y a
95% d'alphabétisation, c'est vraiment la connaissance et le savoir. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles moi j'ai toujours voulu enseigner, parce que je trouve que transmettre le savoir, c'est ce qu'il y a de plus fascinant. Moi, quand Wikipédia est sorti, j'étais fasciné, je me suis dit, en fait, ça va être génial parce qu'en gros, on peut prendre un gamin qui habite dans les bidonvilles d'Égypte, pour peu qu'il ait une connexion Internet, il peut comprendre, juste en lisant un article en arabe sur Wikipédia sur le système solaire, il peut comprendre énormément de choses, il peut apprendre la physique, etc. Sauf qu'on n'a pas eu cet effet-là en grande partie parce que c'est beaucoup plus facile d'aller sur les réseaux sociaux, la paresse, plutôt que d'aller sur Wikipédia, de lire des articles. Il y a eu certaines personnes qui en ont bénéficié, mais pas tous. Ce que j'espère, du coup, mon plus grand espoir avec l'IA, c'est justement la facilité d'accès, le côté fun Ok. de l'interaction, permet de ça, permet de développer des tuteurs un peu partout dans le monde et que des gens qui n'ont pas du tout accès au savoir puissent avoir un tuteur en physique, en maths. En Top. gros, un gamin dans le fin fond du Vietnam puisse apprendre la physique quantique grâce à l'IA. Top. Ok. C'est un bel espoir. Et je le partage. Dernière question. Dans 10 ans, ton métier, à quoi il ressemblera? Alors, en dehors de l'IA ou en intégrant l'IA, mais je comprends que l'IA, ça te pose beaucoup de questions aux enseignants. Et alors, Charles, tu as la double casquette, enseignant-chercheur. Tu l'as dit, au début, l'enseignant, c'était celui qui avait le savoir. Désormais, le savoir est un peu partout, même il est à portée de clavier. Qu'est-ce que ça va changer dans ton métier? À quoi il ressemblera dans 10 ans, Alors, c'est une d'après toi? excellente question. Alors, je ne suis pas du tout Nostradamus et je ne suis pas Ouais, mon job de faire des prédictions. Je dis tout le temps quand je donne des cours d'économie, les économistes sont sont des très mauvais forecasters. ils se trompent souvent. Ouais, ouais. Mais c'est parce que c'est pas leur job. Leur job, c'est de comprendre ce qui s'est passé, c'est pas de prédire ce qui va se passer. Après, comprendre, parfois, ça aide à mieux prédire. Donc voilà, donc le premier disclaimer, je prédis rien du tout. Ok, Mais ça me permet de parler d'une petite discussion. Donc, je vais dire 2 mots rapidement sur la recherche et l'enseignement. On a une discussion justement avec les chercheurs parce que l'IA peut aujourd'hui écrire des papiers de recherche. Donc c'est très facile de générer un papier de recherche. Et du coup, ça a fait poser la question à certains de mes collègues. En gros, en tant que chercheur, on va servir à rien, on va plus pouvoir faire ça. Et moi, j'ai la réponse inverse. C'est-à-dire qu'en gros, on a un outil aujourd'hui hyper fascinant. On a énormément de choses à étudier parce que ça va changer beaucoup de fonctionnement. Ça nous ouvre tout un tas de questions, notamment les chercheurs en sciences sociales, de se poser la question de façon un peu neutre, un peu objective, de façon la plus objective possible, en faisant des expériences. Quel impact ça a sur les personnes? Comment ça va changer les relations sociales? Comment ça va changer l'innovation, etc. Je pense que je vais continuer à faire des études pour essayer de comprendre l'impact que ça a sur nous en tant qu'humains. Et donc, je pense que là-dessus, on a des années de recherche pour comprendre tout ça. Et le transmettre ensuite, donc ça m'amène au côté enseignement. Le transmettre aux étudiants, j'ai pas trop peur pour les enseignants, dans le sens où ce qui fait peur, c'est juste encore la paresse. On n'a pas envie de changer nos cours qu'on donne depuis 10 ans. Pour moi, le plus gros risque, c'est la paresse. On a envie de donner le même cours qu'on donnait depuis 10 ans, où on donne un essai à écrire à la fin du cours et c'est ça qu'on va noter. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur. Très facile de le faire avec l'IA qui fait un bien meilleur boulot. Donc, comme on a dû arrêter de faire des examens de calcul mental quand les gens avaient accès à la calculatrice, comme on a dû arrêter de faire des examens où on demandait juste l'information quand on avait accès à Google, il faut qu'on repense un peu nos examens. Moi, je fais beaucoup plus d'examens oraux. et la pédagogie? Et la pédagogie, je fais beaucoup plus d'oral, j'essaie de faire des case studies, des exemples où les gens peuvent vraiment mettre les mains dans le cambouis. Je trouve ça génial parce que ça nous pousse en tant que professeur de se poser la question de notre valeur et qu'est-ce qu'on apporte. De développer de l'esprit critique plutôt que d'informer. Alors, on est là pour essayer de penser le monde, justement. Et du coup, je trouve que ça nous pousse de façon super intéressante. Top. Ben Charles, on est arrivé à la fin du podcast. Merci beaucoup pour ton intervention. 2 mots peut-être, les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Est-ce qu'ils peuvent lire des choses? Est-ce qu'il faut venir à l'ESSEC pour discuter avec toi? Comment ça se passe? Alors, Ceux qui sont on peut intéressés rajouter sur par ce que tu LinkedIn, fais. Charles Ayoubi, si vous Ils voulez. peuvent t'ajouter sur En LinkedIn. général, Ok, je bien suis sûr. assez réactif. Non, donc, mes papiers de recherche sont tout en ligne. J'ai mon site perso, charleayoubi.net, où j'essaie de mettre à jour en permanence les nouvelles recherches qu'on fait. Tout est en ligne. Il suffit de taper mon nom même sur Google. C'est assez simple. Donc, voilà. Merci beaucoup, Charles. Je crois que tu as un train à prendre. Ouais, Donc, bon voyage et puis à bientôt. merci, à très bientôt.